Salut la communauté des randonneurs légers, j'espère que vous allez bien de votre côté, malgré le confinement bien entendu qui dure. En tout cas, moi, comme d'habitude, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne. Avant de démarrer cette vidéo, j'avais deux annonces importantes aujourd'hui à vous faire. La première, c'est déjà vous adresser un énorme merci du fond du cœur. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé un message de félicitations, d'encouragement pour la dernière vidéo que j'ai mis en ligne sur ma traversée Mercantour-Vercors. Pour être franchement honnête avec vous, j'appréhendais un petit peu la manière dont vous alliez accueillir cette vidéo sur la chaîne. Déjà parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai fait jusque-là, et puis parce que c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur et j'avais vraiment l'intention de m'orienter de plus en plus vers ce style de vidéo sur la chaîne, en tout cas de développer de plus en plus ce genre de vidéo. Et franchement, vos messages ont largement dépassé mes espérances. Et encore une fois, je voulais vraiment vous adresser du fond du cœur un grand merci pour tous vos messages, tous aussi bienveillants les uns que les autres. Et puis ça va me donner aussi énormément de motivation pour continuer dans cette voie-là. J'ai pas mal de projets enthousiasmants pour l'année qui arrive, pour 2021, et j'ai franchement hâte de vous les faire partager. Donc encore une fois, un grand merci pour tous vos messages. Ça, c'était la première info importante que je voulais partager avec vous aujourd'hui. La deuxième info, vous l'avez peut-être remarqué, mais le planning de mes vidéos a été un petit peu chamboulé ces derniers temps. À cause du confinement, j'avais prévu de vous faire de belles vidéos en extérieur, notamment la vidéo qui devait sortir le mercredi de cette semaine sur la présentation de mon dernier abri, la Rainbow de Tarptent. Je vais devoir attendre malheureusement qu'on puisse être à nouveau autorisé à sortir, à aller randonner pour pouvoir faire ces vidéos. Et ce qui m'amène à faire la transition avec la vidéo que je vais vous faire aujourd'hui, puisque j'ai décidé de démarrer la série de vidéos sur la thématique de la randonnée légère en hiver et vous présenter déjà le matériel que j'utilise pour mes randonnées hivernales, pour mes bivouacs hivernaux, et puis vous présenter aussi des astuces, des conseils pour que vous puissiez randonner à votre tour en toute sécurité et en tout confort, même en hiver. Et on va démarrer cette série de vidéos aujourd'hui avec la présentation du matériel que j'utilise pour faire chauffer de l'eau en hiver, pour pouvoir cuisiner en hiver, faire fondre de la neige notamment, puisqu'en hiver on a besoin de faire fondre de la neige pour pouvoir obtenir de l'eau. Et ceux qui me suivent depuis un petit moment sur la chaîne, vous savez que je suis un fidèle partisan pour mes randos 3 saisons du fameux réchaud à alcool. Je vous en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos. Pour plein de raisons, déjà parce que c'est un réchaud qui est facile à fabriquer et qui coûte quasiment rien. On peut le faire à partir d'une petite canette de soda comme celui-ci. C'est un réchaud qui pèse rien également, il pèse environ 6 grammes et puis il est silencieux. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'adore pouvoir profiter de l'environnement lorsque je fais chauffer mon eau, par exemple, pour manger ma semoule et ne pas être dérangé par le bruit d'un réchaud à gaz. C'est quand même un petit peu moins glamour lorsqu'on peut profiter des panoramas qui nous entourent. Le problème avec l'alcool, c'est que dès que les températures commencent à chuter, ça devient très compliqué de l'enflammer, déjà d'une part, et puis surtout, il va falloir doubler, voire tripler la dose d'alcool pour pouvoir faire chauffer une même quantité d'eau. Alors vous comprendrez tout de suite qu'à partir de là, ça devient beaucoup moins intéressant d'utiliser un réchaud à alcool pour les randonnées hivernales. Et ça va être la même chose avec les réchauds à gaz classiques, comme le fameux Pocket Rocket de MSR par exemple, ou le BRS 3000T que vous voyez ici, monté sur la petite cartouche de gaz Primus. Ces réchauds à gaz qu'on utilise la plupart du temps avec satisfaction lorsque l'on randonne sur les GR en été ou en rando 3 saisons, dès que les températures vont commencer à chuter, ça va être beaucoup plus compliqué de les utiliser de manière efficace. Il va falloir notamment tourner la valve au maximum pour pouvoir avoir un petit peu de rendement, et puis quand les cartouches sont neuves, on va réussir à les utiliser, à enflammer le gaz au début, et puis très rapidement, on va se rendre compte que la flamme va s'éteindre et on ne pourra plus du tout utiliser notre réchaud à gaz. Alors pourquoi? Il faut comprendre déjà dans un premier temps que ces fameuses cartouches de gaz qu'on utilise tous, à l'intérieur, le gaz est sous forme liquide, d'accord? On l'entend bien d'ailleurs quand on secoue la cartouche comme ça près de l'oreille, on entend bien le gaz à l'intérieur qui bouge. Il est sous forme liquide. Et pour qu'il puisse s'enflammer, ce gaz, il a besoin de pouvoir passer à l'état gazeux, donc de s'évaporer. Ce qu'il fait très bien lorsque les températures sont clémentes, lorsqu'elles sont au-dessus de 0 degré, il n'y a aucun problème. Le souci, c'est justement quand les températures vont chuter, quand les températures vont descendre en dessous de 0 degré et encore plus en dessous de moins 5 degrés. Là, par contre, ça va être très problématique. Le gaz contenu dans les cartouches va avoir du mal à s'évaporer et en fait, il va rester sous forme liquide et à partir du moment où il reste sous forme liquide, il ne va plus s'enflammer. Donc pour ça, on a fait un compromis. Dans ces cartouches-là, généralement, on ne trouve pas qu'une seule sorte de gaz, on trouve un mélange gazeux. La plupart du temps, on a en gros 2 tiers de butane et 1 tiers de propane. Alors le propane, c'est un gaz qui n'a aucune difficulté à s'évaporer et donc à s'enflammer
par des températures négatives, même à moins 10, voire moins 15 degrés, le propane peut s'enflammer sans aucun souci. Par contre, le butane, lui, il va avoir beaucoup de difficultés à s'évaporer et donc à s'enflammer lorsque les températures vont avoisiner les 0 degrés, même des fois, lorsqu'elles sont légèrement positives, ça va être compliqué pour le butane de s'évaporer et donc de produire de la chaleur, de produire une flamme. Alors vous me direz dans ces cas-là, mais pourquoi on ne fabrique tout simplement pas des cartouches de gaz avec uniquement du propane, puisque le propane peut s'enflammer sans aucun souci par moins 10 ou moins 15 degrés. Alors c'est une bonne question, ce serait tellement plus simple. Le problème, c'est qu'en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Le problème du propane, c'est que c'est un gaz qui va se dilater énormément quand les températures vont devenir très positives. Par exemple, au-delà de 30, voire 40 degrés, c'est un gaz qui va énormément se dilater et le souci, c'est que ça risquerait d'engendrer une explosion de la cartouche. Et pour éviter ça, il faudrait des cartouches avec une épaisseur de métal tellement importante qu'elles seraient tellement lourdes que ça deviendrait complètement inutile et inconcevable de les transporter en randonnée. Donc c'est pour ça que les cartouches de gaz contiennent un mélange propane-butane, c'est tout simplement pour avoir un compromis et pouvoir à la fois utiliser le réchaud par des températures estivales sans risquer une explosion de la cartouche de gaz et en même temps pouvoir l'utiliser par des températures plus fraîches qui avoisinent les 0 degrés sans avoir de soucis pour allumer le réchaud. Le problème par contre qu'on va rencontrer avec ces réchauds à gaz classiques lorsque les températures vont vraiment chuter et descendre en dessous des 0 degrés et encore plus lorsque ça va descendre en dessous des moins 5 degrés, c'est que ce fameux mélange propane-butane qui se trouve à l'intérieur de la cartouche va être très rapidement modifié. En effet, puisque le propane va s'enflammer beaucoup plus facilement par des températures négatives que le butane, c'est lui qui va sortir en premier de la cartouche et très rapidement, on va se retrouver avec une cartouche qui va contenir uniquement du butane. Et comme le butane ne s'enflamme pas ou très difficilement par des températures qui tournent autour des 0 degrés, vous comprendrez tout de suite que par des températures très négatives, par du moins 10 degrés, on va se retrouver avec un réchaud et une cartouche qui seront tout simplement inutilisables. Donc quelle est la solution pour pouvoir faire chauffer son eau en bivouac hivernal lorsqu'on va avoir des températures qui vont descendre sous les moins 5 degrés, qu'on va avoir par exemple du moins 10 ou du moins 15 degrés, à part bien entendu allumer un feu de bois et mettre sa popote sur un feu de camp? Et bien c'est la solution que moi j'ai adoptée, c'est tout simplement l'utilisation d'un réchaud à gaz déporté. Alors qu'est-ce que c'est un réchaud à gaz déporté et comment ça fonctionne? Je vais vous parler moi du réchaud que j'utilise depuis 5 ans maintenant, c'est le Covea Spider, c'est un réchaud de marque coréenne. Alors ça fonctionne plus ou moins sur le même principe que votre gazinière. Si vous avez une gazinière chez vous, vous savez que la gazinière elle est reliée à une bonbonne de gaz par un tuyau, et bien là c'est exactement la même chose, vous voyez. On a d'un côté notre brûleur ici, qui est fixé avec 3 pattes pour pouvoir poser notre gamelle dessus, notre popote dessus, et puis de l'autre côté, on a la valve qui va venir se visser sur la cartouche de gaz, notre cartouche de gaz ici, donc là, on va la visser dessus, de la même manière qu'on visserait une cartouche de gaz classique sur notre BRS 3000T, c'est exactement la même chose. Donc déjà, la première différence, c'est qu'on a notre cartouche qui n'est pas du tout associée avec notre brûleur. Vous allez comprendre ensuite par la suite pourquoi. Alors, comme je vous l'ai dit, ça contient exactement le même mélange. Vous allez me dire, mais oui, mais alors en fait, le problème, il est toujours pareil. C'est-à-dire que quand on va ouvrir notre bonbonne de gaz, c'est toujours le propane qui va sortir en premier, qui va s'enflammer en premier, et on va se retrouver très rapidement avec une cartouche qui va contenir que du butane et qui va donc être inutilisable. La différence, c'est que là, on va pouvoir utiliser la cartouche de gaz en l'inversant. C'est-à-dire que, vous voyez, là, on va la mettre la tête à l'envers et en mettant notre cartouche de gaz la tête à l'envers comme ça, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Tout simplement, le gaz, quand il va sortir de la cartouche, il ne va pas sortir en s'évaporant, il va rester à l'état liquide. Et en restant à l'état liquide, les proportions butane-propane vont rester toujours les mêmes. Et en fait, le gaz va passer à l'état liquide dans ce tuyau ici. Et il va arriver, juste avant d'arriver au brûleur, il va arriver ici au niveau d'une petite résistance. Je ne sais pas si on la voit sur la caméra, ici il y a une petite résistance qui va tout simplement réchauffer le gaz juste avant d'arriver sur le brûleur. Et en fait, en réchauffant le gaz, le gaz va pouvoir s'évaporer et donc s'enflammer. Et de cette manière, on va pouvoir utiliser tout simplement notre cartouche de gaz par des températures franchement négatives sans aucun problème puisque la pression va faire que le mélange va rester identique, les proportions butane-propane vont rester identiques pendant la combustion et on va avoir un réchaud qui va tout simplement fonctionner sans aucun problème. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors pour l'allumage, moi je conseille de laisser la cartouche la tête en haut en mode normal comme ça. On va tout simplement tourner la valve comme on le fait avec un BRS 3000. On va tourner la valve ici légèrement. On va venir allumer le réchaud.
le briquet qui est presque vide. Donc là, mon réchaud est allumé. Voilà, j'augmente légèrement la puissance pour que vous puissiez voir ce qui va se passer lorsque je vais retourner la cartouche. C'est-à-dire que quand je vais retourner la cartouche, le gaz qui va sortir de la cartouche va passer de l'état gazeux à l'état liquide dans le tuyau. Et vous allez remarquer ce qui va se passer au niveau des flammes. Attention, vous voyez la différence de puissance au niveau des flammes. Je n'ai pas touché à la valve. J'ai simplement retourné la cartouche dans l'autre sens. Et on a une puissance qui est quasiment doublée, voire triplée. Tout simplement parce que la pression n'est plus la même. Et le gaz qui sort de la cartouche, encore une fois, arrive au niveau du brûleur à l'état liquide. Il est réchauffé par une petite résistance, je ne sais pas si on la voit, qui se trouve juste à côté du brûleur avant de s'évaporer et donc de s'enflammer au niveau du brûleur. Alors la particularité du réchaud à gaz déporté, c'est que pour régler l'intensité de la flamme, il va falloir vraiment tourner la valve de manière très fine, très douce. Surtout pas tourner la valve comme je viens de le faire, parce qu'on pourrait se retrouver très facilement et très rapidement avec des flammes, des grandes flammes qui ne seraient pas contrôlables, ça pourrait être dangereux. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut prendre le coup chez soi. Donc si vous achetez, si vous voulez investir dans un réchaud à gaz déporté, je vous conseille vivement, si vous n'avez pas l'habitude de vous en servir, de vous entraîner chez vous, sur votre balcon, sur votre terrasse, dans votre jardin, dans un endroit bien sécurisé. Et il va falloir que vous appreniez à contrôler l'intensité de la flamme en jouant sur le réglage de la valve. Vous voyez là, j'ai tourné un tout petit peu la valve et je suis qu'au début de l'ouverture et je suis quasiment à la puissance, on va dire, maxi du réchaud. Il n'y a pas besoin de tourner la valve davantage. Si on tournerait la valve davantage, on se retrouverait avec des flammes, des énormes flammes qui seraient pas contrôlables et ce serait dangereux. Donc ça, c'est un coup à prendre. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner chez soi, à la maison, avant. Et puis l'autre particularité, encore une fois, c'est que comme le gaz arrive à l'état liquide, quand on va éteindre le réchaud, là je vais fermer la valve. Vous voyez, la valve est fermée. La valve est fermée depuis quelques secondes et pourtant le réchaud continue de brûler. Et il va s'éteindre tout doucement, mais vous voyez, il y a un décalage entre le moment où je ferme la valve et le moment où le réchaud s'éteint. C'est tout simplement parce que du gaz liquide continue de couler dans le tuyau ici, et tant qu'il y a du gaz liquide dans le tuyau, le réchaud continue, lui, de brûler tout simplement. Donc ça, c'est un comportement tout à fait normal, mais ça peut être déroutant, ça peut être déstabilisant quand on n'a pas l'habitude de se servir de ce type de réchaud, et c'est pour ça, encore une fois, j'insiste lourdement sur ce point. Si vous investissez dans un réchaud à gaz déporté pour vos randonnées hivernales, entraînez-vous d'abord chez vous, faites comme je viens de le faire, mais dans un endroit sécurisé si vous n'avez pas l'habitude de vous en servir. Entraînez-vous à utiliser le réchaud, faites chauffer de l'eau pour que vous puissiez, sur le terrain, être habitué à son comportement. Alors c'est un réchaud qui a pas mal d'avantages par rapport à ce réchaud-là, notamment, comme vous pouvez le constater, une meilleure base, une meilleure stabilité, puisque ici, on a déjà un réchaud qui est posé à même le sol. On n'a pas un réchaud qui est surélevé comme avec les petits réchauds à gaz vertical comme celui-ci. Et puis, on va pouvoir y poser justement un récipient, une popote beaucoup plus importante. Et ça, c'est un point qui est indispensable en hiver, parce qu'en hiver, vous allez être amené à faire fondre de la neige. Et comme la neige contient énormément d'air, d'oxygène, elle prend énormément de volume pour peu d'eau finalement. Et pour pouvoir faire fondre de la neige de manière efficace, il faut un grand récipient. Pour information, moi cette tasse ici que j'utilise, elle fait 1 litre, c'est une Tox, elle fait 1 litre. 1 litre, je trouve que c'est limite trop juste pour un usage solo en hiver. Je conseillerais plutôt de partir, si vous n'êtes pas du tout équipé, sur une tasse d'1,5 litre. Je pense que c'est le minimum syndical pour pouvoir randonner tranquille, être serein en hiver si vous voulez faire fondre de la neige notamment. Parce que la neige, encore une fois, ça contient beaucoup d'air, ça prend énormément de volume et qu'il va vous falloir un grand récipient pour pouvoir faire fondre de la neige. Si vous utilisez la tasse que vous utilisez en rando 3 saisons, une tasse de 500 ml, bon courage, il va vous falloir pas mal de temps pour pouvoir avoir ne serait-ce qu'1 litre, voire 2 litres d'eau. Alors qu'avec une grande tasse, vous allez pouvoir y mettre une quantité de neige importante au fur et à mesure. D'ailleurs, une petite astuce, si vous faites fondre de la neige, ne mettez surtout pas la neige directement dans votre popote. Mettez d'abord un petit fond d'eau, vous la faites chauffer pour pouvoir la rendre chaude, et puis vous ajoutez la neige au fur et à mesure. Vous allez voir qu'elle va fondre beaucoup plus rapidement si vous avez déjà un fond d'eau dans votre popote, et encore plus si le fond d'eau est chaud, que si vous mettez de la neige directement dans votre gamelle sans eau. En plus de ça, vous risqueriez de chauffer inutilement le fond de la popote, surtout si celui-ci est en titane, comme le titane est un mauvais conducteur de chaleur. Mais surtout, vous allez dépenser énormément de carburant, énormément de gaz
pour peu d'efficacité. Donc si vous mettez de l'eau dedans, vous allez voir que votre neige va fondre beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est un des avantages du réchaud à gaz déporté, une meilleure stabilité. C'est encore plus important en hiver lorsqu'on a une dextérité faible avec les températures négatives. Donc c'est important d'avoir quelque chose qui soit stable, qui soit sécurisé. L'autre avantage également, c'est qu'on va pouvoir de cette façon utiliser un pare-vent de manière classique, comme celui-ci par exemple. Tout simplement parce que comme nous n'avons plus la cartouche de gaz comme le réchaud ici vertical qui se trouve en dessous, on va pouvoir sans aucun souci utiliser un pare-vent sans aucun danger et augmenter encore une fois le rendement, l'efficacité et pour faire chauffer un même volume d'eau, baisser la consommation. Chose qu'on ne peut pas faire, vous le savez bien, avec un réchaud à gaz classique, c'est déconseillé d'utiliser un pare-vent, en tout cas de mettre un pare-vent autour d'une cartouche de gaz, tout simplement parce que ça risquerait d'augmenter la température de celle-ci avec la réflexion de la chaleur et on pourrait risquer carrément une explosion de la cartouche. Donc ça, on va absolument éviter. L'avantage ici, avec le réchaud à gaz déporté, c'est qu'on va pouvoir utiliser un pare-vent sans aucun problème. Alors après, bien entendu, il y a aussi des inconvénients. Parmi les inconvénients, on peut citer le volume que ça prend par rapport à un BRS 3000 qui est tout petit. Là, ce n'est pas le même volume. Et puis surtout, le poids, ça pèse quand même beaucoup plus lourd qu'un réchaud à gaz classique. Maintenant, si vous avez vraiment envie de vous lancer dans la randonnée hivernale, si vous avez vraiment envie de profiter des bivouacs en hiver, je ne peux que vous inviter à investir dans un réchaud à gaz déporté parce que ce sera la meilleure solution, à mon avis, pour pouvoir faire chauffer de l'eau en toute sécurité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas vous aura permis de comprendre pourquoi c'est compliqué d'utiliser les réchauds à gaz classiques ou les réchauds à alcool en hiver et pourquoi je vous conseille ce type de réchaud. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, bien entendu, ça me fait super plaisir. Et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ce réchaud, si vous avez déjà utilisé des réchauds à gaz déportés, ce serait intéressant d'avoir aussi vos impressions. Moi, je vais vous laisser et je vais continuer à aller travailler sur le deuxième épisode de ma traversée Mercantour-Vercors parce qu'il y a encore pas mal de boulot avant de pouvoir mettre la deuxième partie en ligne. Et on se retrouve bien entendu très rapidement pour la prochaine vidéo. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!